L'émotion continue d'étreindre les populations après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko dans la région du Hambol, dans le département de Niakara. La douleur reste vive, des émotions immortalisées par notre équipe. Et puis Emmanuel Macron a annoncé lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet franco-espagnol que la France suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca en attendant un avis de l'autorité européenne du médicament qui sera rendu demain après-midi. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La ville de San Pedro, bientôt une ville moderne, verte et intelligente. Le ministère de la Ville, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de transformation et de modernisation des villes de l'intérieur du pays, qui ont connu une urbanisation mal maîtrisée, vient d'organiser des ateliers sur 15 jours. Des propositions ont été faites au terme de ces ateliers par des experts nationaux et étrangers en vue d'améliorer le schéma directeur de la ville de San Pedro. Le reportage de Sam Kounan. San Pedro, une ville voulue, pensée et créée par Félix Houphouët-Boigny, avec un schéma directeur bien précis. L'ARSO, autorité pour l'aménagement du Sud-Ouest, était chargée de la mise en œuvre. Depuis sa disparition, la ville balnéaire et portuaire a connu une explosion dans tous les sens, avec une urbanisation non contrôlée. Conséquence, des constructions anarchiques, une ville du fait de la poussière et un lac constamment agressé. Le ministère de la Ville, chargé de transformer les villes qui ont connu une urbanisation mal maîtrisée, veut mettre de l'ordre et faire de San Pedro une ville verte et moderne. Mais avant, des ateliers avec des experts venus d'Afrique et d'Europe pour faire l'état des lieux et proposer des solutions qui se dégagent en 3 priorités. La première, c'est évidemment l'activité économique. La deuxième, c'est comment faire en sorte que cette ville puisse se développer de façon sûre, avec un enjeu majeur pour l'eau, qui est un atout, mais qui peut aussi être, en cas d'inondation, un danger. Et puis il y a aussi toute la préoccupation environnementale. Ce sont des propositions que nous allons donc essayer de fondre dans le schéma directeur pour réussir à sortir donc une ville véritablement moderne qui va projeter l'avenir de San Pedro sur 20-30 ans. Pour le ministre Albert François Micha, le conseil municipal de San Pedro dispose désormais d'un schéma directeur renforcé. Nous avons vu le projet de développement de cette ville qui correspondait à la vision du ministère de la Ville. Nous pouvons dire que le maire de San Pedro dispose à présent d'un outil qui lui permet de voir le développement de sa ville et partant de là, le développement de la région. Selon le ministre Albert François Micha, des ateliers de ce genre vont être organisés dans les villes intéressées par le projet, afin de faire d'elles des villes intelligentes, inclusives, vertes et durables. Comme je vous le disais dans les titres, l'émotion continue d'étreindre les populations après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko dans la région du Hambol, dans le département de Niakara. La douleur reste vive, des émotions immortalisées par Bintou Pekele et Tonian. Le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a plongé le pays dans un deuil national de 8 jours. Dans le département de Niakara, dans la région du Hambol, la population pleure un être cher. Les élèves se reconnaissent en l'homme. On a appris la nouvelle, mais on n'a pas aimé. C'est ce qu'on m'a dit. Il était un homme digne, il travaillait pour les gens. En tout cas, sa mort là, on a appris là, on n'a pas aimé. En tout cas, si je me mets à la place de sa fille, ça ne sera pas bon. C'est un homme qui nous a beaucoup marqué. Même pendant la mort de notre artiste, il a beaucoup fait pour nous. Donc, pour le voir partir, sincèrement, ça nous touche beaucoup. On ne peut pas supporter cela. Si on pouvait le ramener, on pouvait le faire, mais sincèrement, c'est à la volonté de Dieu, donc on ne peut rien faire. Nous arrivons à suivre les cours, mais sincèrement, la tristesse est tellement embobinée dans les salles qu'on n'arrive pas à trop supporter cela. Le jour qu'on va l'enterrer là, moi-même là, si elle peut me rendre à Abidjan, je vais partir là-bas. C'est un homme, sincèrement, il aimait les élèves comme lui-même. Donc, il aimait que les élèves travaillent pour arriver au niveau que lui, il était. Donc, sincèrement, si je peux me rendre là-bas, je vais le faire.
Dans les rues de la commune, les populations vaquent à leurs occupations, le cœur fondu par la peine. Ça nous a vraiment touchés parce qu'on n'a même pas pensé que cela pouvait arriver. Mais à notre grande surprise, on a appris le décès là. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés. En tant que femme, vraiment c'est difficile à supporter parce que si j'étais à la place de la maman, vraiment, je ne pouvais pas m'imaginer qu'à cette heure ou bien à ce moment précis, j'allais perdre mon mari. Vraiment, ça allait me faire très mal. Donc vraiment, toutes nos condoléances à la famille de Ahmed Bakayoko, aux enfants, à toute la grande famille. Vraiment, nous sommes vraiment désolés. Quand j'ai appris, je ne croyais pas. Je me suis dit que c'était un truc que les gens voulaient cacher pour nous essayer de voir. Mais vraiment, après ça, quand on a vu à la télévision, la RTI, on a su que c'est la réalité. Ce monsieur, vraiment, il allait très tôt. Il allait très tôt. Un monsieur qui aimait la jeunesse comme nous, qui aimait tout le monde, qui participait, il se mettait dans la peau de tout le monde. Vous voyez. Et quand tu le vois avec les enfants, tu le vois enfant. Quand tu le vois à la jeunesse, tu le vois jeune. Quand tu le vois avec comme on l'appelle dans les boss, tu le vois boss. Donc vraiment, il était dans la peau de tout le monde. Une douleur qui secoue également le monde politique. Le maire de la commune de Niakara, Pierre Koné, et celui de la commune de Tortilla, Blaise Koulibaly, déplorent le départ brusque d'un modèle. Le 12 février, j'étais à Abidjan. Je lui ai déposé un courrier pour lui retracer les difficultés que nous vivions ici. Et j'avais espoir que cela puisse répondre parce que c'était un homme de vigueur, un homme pragmatique qui répondait aux besoins des populations. Voilà. Mais malheureusement, là, ce décès est venu tout compromettre. Très déçus nous sommes. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort là-dessus. Sinon, vraiment, nous sommes abattus. Nous sommes abattus. Toute la commune de Niakara est en pleurs aujourd'hui. Nous devons tous prier. Nous devons tous nous relever et continuer de prier pour que la paix revienne. Parce que des morts en cascade, je ne sais pas, peut-être à qui le prochain tour, que Dieu nous évite cela. C'était un vrai pionnier dans plusieurs domaines. En politique, c'était un dinosaure. C'est une énorme perte pour le pays. Et je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Mais il est celui qui saura apaiser nos douleurs. J'ai une forte pensée pour ses enfants, pour sa femme et pour sa famille, au président de la République qui était un père adoptif pour le Premier ministre et à tout le gouvernement. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko sera inhumé ce vendredi 19 mars à Séguéla, son village. L'homme aura marqué les Ivoiriens et toute l'Afrique entière. Sachez que le programme de condoléances se présente ainsi. La présentation des condoléances a débuté donc aujourd'hui à la résidence du Premier ministre à la Riviera. 18h30 à 21h et demain mardi 18h30 à 21h, le mercredi 17 mars de 7h30 à 12h. La cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre sur l'esplanade du palais présidentiel. 16h à 18h, hommage du RHDP, des partis politiques et des associations au stade d'Ebimpe. 18h30 à 22h30, veillée artistique au stade d'Ebimpe. Le jeudi 18 mars, de 10h à 12h, levée de corps à Ivosep, suivi du transfert à Séguéla. 21h à 22h, veillée religieuse au stade à Loseni Soumaoro de Séguéla. Vendredi 19 mars de 13h à 13h, c'est la prière du vendredi qui sera suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Et le dimanche 21 mars à 9h, la cérémonie du 7e jour à la mosquée Falikou Diaby à Abobo. La Jeune Chambre internationale d'Abidjan forme une vingtaine de ses membres sur la gestion des effectifs et performances, ce qui va leur permettre de booster le rendement de leurs entreprises et d'améliorer les actions de la JCI. Le reportage de Alassane Drabo. Avant l'entame de la formation,
Bakoro Diarasouba, épouse Kallo, soumet les participants à un exercice appelé le brise-glace. Objectif, connaître les attentes des participants. À la fin de cette formation, c'est de pouvoir gérer un groupe qui me sera confié. Plus d'une vingtaine de membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire réunis dans cette salle pour une formation sur la gestion des effectifs et la performance. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer à nos jeunes frères que l'investissement le plus durable dans une vie, c'est celui de capitaliser ses potentialités pour les transformer en force véritable. Donc pour cela, il faut qu'on comprenne que, quel que soit le type d'entreprise dans laquelle on est engagé, on ne fera pas l'économie de la qualité des ressources humaines. Nous sommes à la deuxième formation publique et cette formation-là a pour objectif aussi, sinon pour vision, de renforcer les aptitudes, les capacités techniques et opérationnelles de nos différents membres pour que ceux-là soient encore plus aguerris dans nos différentes actions au sein de la Jeune Chambre, également dans les activités professionnelles. Pour les participants, cette formation arrive à point nommé. Cette formation est très enrichissante pour moi qui suis gérante d'une entreprise. Et je suis vraiment heureuse d'être participante de cette formation. Il y a des valeurs que je recherche pour gérer mon entreprise et développer mes capacités. Ce fut là une très belle formation, très riche en connaissances. Et c'est une formation qui nous a permis de nous initier, sinon d'approfondir nos connaissances en matière de gestion d'effectifs et d'atteinte de la performance. La Jeune Chambre internationale entend devenir le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Sa mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Hors de chez nous, plus de 180 000 volailles ont été détruites au Niger où des cas de grippe aviaire ont été déclarés depuis février, les autorités soupçonnant une contagion venue du Nigeria voisin. Et puis Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet franco-espagnol que la France suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca en attendant un avis de l'autorité européenne du médicament qui sera rendu demain après-midi. Écoutons le président français. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin. Et donc sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé en lien avec les autorités sanitaires françaises, puisque ce sont des questions sanitaires et doivent être éclairées par ces autorités indépendantes. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet. Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé va réunir demain son groupe d'experts sur la vaccination pour étudier la sécurité du vaccin AstraZeneca. Le groupe consultatif d'experts de l'OMS sur la vaccination a examiné les données et est en contact avec l'Agence européenne des médicaments. Selon Tedros Adhanom, une douzaine de pays ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca malgré des campagnes de vaccination possibles après le signalement d'effets secondaires possibles, mais sans lien avéré à ce stade. Et pour finir, sachez que Michel Platini se retrouve à nouveau face à la justice suisse aujourd'hui pour l'affaire du paiement suspect de 2 millions de francs suisses par la FIFA en 2011. Cette audition sera la dernière puisqu'il sera ensuite mis hors de cause ou renvoyé devant un tribunal pour y être jugé. Il sera ensuite entendu mercredi dans l'enquête visant Gianni Infantino. Le numéro 10 légendaire des Bleus est soupçonné d'escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres des accusations élargies en novembre et passible de 5 ans de prison qu'il a toujours nié. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.